Parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs. C'est l'heure de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Vous êtes bien sur la RBS 91.9 pour m'accompagner au micro aujourd'hui, Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour Nabou, au micro et à la technique Eric. Bonjour Eric. Bonjour Nabou, bonjour Déborah, bonjour Strasbourg, le monde et tout l'univers. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de féminisme. Comme chaque année autour du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, il nous semble important de parler de la situation particulière des femmes dans notre société, mais aussi de par le monde. Nous sommes dans un monde dans lequel la plupart des leviers du pouvoir sont tenus par les hommes, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, comme le dévoile Montesquieu, mais aussi celui de l'information et du savoir dans lesquels les hommes sont aussi en très large maîtrise. Alors oui, on peut rétorquer que des femmes sont présentes dans ces instances et institutions, mais elles sont très loin de représenter la moitié des effectifs politiques, policiers et des policières, des juges, des journalistes, mais encore des doctorants et des doctorantes. Peu d'étonnement donc de voir que le monde dans lequel nous vivons est un monde très masculinisé, et cela peut se voir jusqu'à dans la manière dont sont organisées les villes. Pour en parler avec nous, dans une première partie de l'émission, avec nous Laure Boulanger. Bonjour Laure. Bonjour. Et dans une seconde partie, nous aborderons la question des femmes précaires avec Amina Grosjean et une de ses amies. N'étant pas encore en studio, je ne saurais vous dire comment elle s'appelle. Elle se présentera une fois. Elle se présentera et puis on aura le temps de vous le dire après la pause musicale, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors bonjour Laure et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre association ? Alors je suis étudiante en licence 3 d'aménagement du territoire, donc à la faculté de géographie de Strasbourg. Et plus tard, j'ai vocation à travailler dans la recherche en géographie féministe pour être précise. Et je suis aussi membre des Effrontés Strasbourg, qui est une antenne de l'association des Effrontés qui sont nés à Paris, et qui est une association féministe LGBT et qui lutte contre la précarité aussi, puisque parmi les personnes qui sont précaires, ce sont souvent les femmes qui sont le plus touchées. En quoi est-ce que la ville est un espace masculinisé ou alors on dit machiste ? À quoi le voit-on ? Alors la ville est plutôt un espace masculin et qui continue d'être masculinisé par l'urbanisme et l'aménagement du territoire, qui demeurent des disciplines très masculines où les enjeux qui touchent les femmes et les autres personnes qui appartiennent à des groupes sociaux discriminés sont finalement assez peu pris en compte, ou en tout cas pas bien. Et donc l'aspect profondément masculin de la ville, il ressort très bien, donc comme Yves Rébaud, géographe et sociologue, l'a souligné dans son ouvrage La ville par et pour les hommes. Donc dans les noms de rues, déjà, le décor urbain et les aménagements qu'on choisit d'y faire, donc je vais vous préciser pourquoi. Donc 95% des noms de rues aujourd'hui sont masculins en France, donc 5% seulement pour les femmes. Si on regarde aussi les statues, par exemple, on remarque qu'elles représentent souvent des grands hommes en uniforme, et à l'inverse, quand les femmes vont être représentées, elles vont être soit à moitié nues, soit complètement nues, et souvent dans des positions de victimisation. On peut penser à toutes les statues qui représentent des mythes grecs, avec un héros qui sauve une demoiselle en détresse. Et c'est sans compter, bien entendu, sur la publicité, où forcément le corps féminin sexualisé est vraiment utilisé pour vendre. Et après, en termes d'équipement dans la ville, il y a un exemple qui est typique, qui est dénoncé par Yves Rébaud, que j'ai déjà cité, mais aussi par exemple par l'urbaniste Chris Blash. Ce sont les city-stades, donc ce sont ces petits terrains de foot en béton, souvent qu'on voit un peu partout dans les villes, où on peut faire du basket aussi. Et en fait, il y a une étude qui a montré que quasiment 100% des usagers de ces terrains sont des hommes, et que, en plus de ça, les femmes y sont rarement les bienvenues. Donc c'est ce qui nous amène finalement à dire que les hommes sont surreprésentés dans l'espace public, dans des positions avantageuses, et les femmes, elles sont en position minoritaire et représentées dans des situations moins que positives. Donc c'est ce qui vraiment nous permet d'affirmer que la ville, elle est masculine et masculinisée. Et plus que ça, la ville, elle est sexiste, au sens où on trouve des comportements machistes et tout un éventail de violences envers les femmes, non seulement les agressions physiques, qu'elles soient à caractère ou non sexuel, mais aussi le harcèlement de rue, dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, heureusement.
Et d'ailleurs, plus l'agglomération est grande, plus les femmes vont être soumises à ces violences, plus elles vont se sentir en danger. Et donc les femmes subissent quotidiennement le sexisme de la ville, qui n'est qu'entériné finalement par le décor masculin et l'urbanisme masculinisant. D'accord. Quelles sont les conséquences pour les hommes et pour les femmes dans la relation à l'espace public, dans leur comportement aussi? Qu'est-ce que ça peut influer? Alors les conséquences, elles sont assez nombreuses et elles sont assez frappantes aussi. Une fois qu'on réalise à quel point l'espace public urbain, mais l'espace public en général, n'est pas un espace égalitaire. Donc bien sûr, c'est les femmes qui sont le plus touchées pour les raisons que j'ai citées. Et en fait, tous les phénomènes que j'ai déjà décrits participent de l'intégration de normes sexistes. Et c'est ce qui fait que les femmes, elles ont à la fois non seulement le sentiment de ne pas être à leur place dans l'espace public, mais elles ont aussi un sentiment d'insécurité profond. Donc il y a vraiment une peur pour certaines femmes, une angoisse du moins pour la plupart, à être dans l'espace public, d'autant que ce sentiment-là, il va être encouragé par l'éducation différenciée des garçons et des filles, puisque aux garçons, on va apprendre qu'ils doivent aller dans l'espace public, que c'est un espace de liberté, qu'ils doivent s'ouvrir au monde, alors que les filles, on va leur apprendre que, au contraire, l'espace public, c'est un espace dangereux, où justement, il y a ces hommes qui pourraient être des agresseurs potentiels. Et donc, finalement, on va plutôt les engager à rester à l'intérieur, via cette peur, souvent de l'agression sexuelle, mais de l'agression en général. Et finalement, cette peur, elle est tellement intégrée que les femmes, elles vont mettre en place ce que la sociologue Marilène Lieber a qualifié de savoir-faire, c'est-à-dire un ensemble de techniques pour limiter le danger que représentent les hommes, surtout lorsqu'on est seul et la nuit, alors même qu'en réalité, le danger n'est pas réellement plus grand la nuit. C'est le pire. Et donc dans ce savoir-faire, il y a beaucoup de choses qu'on fait toutes. Il y a le fait déjà de choisir un itinéraire, c'est-à-dire que les femmes ont plus tendance à aller d'un point A à un point B selon un itinéraire qui va être choisi au préalable et avec toujours en tête des itinéraires de secours au cas où il y a une situation de crise. Ensuite, il y a bien sûr le fait de se faire ramener chez soi ou de prendre un taxi ou de dormir chez quelqu'un. En fait, d'éviter de se retrouver seul la nuit dans les rues. Il y a aussi la question de la tenue. On va souvent faire attention à avoir une tenue jugée appropriée. On sait pas vraiment ce que c'est approprié, mais voilà. Ça va être pas porter des vêtements trop courts, au pire, au risque de passer pour une personne disponible sexuellement, et en même temps pas choisir des vêtements trop masculins pour éviter une agression qui serait elle à caractère homophobe dans la vision cliché des lesbiennes masculines. Et après, bien entendu, mais la liste est encore longue, il y a le fait aussi de porter des armes, donc que ce soit des armes réelles, bombes lacrymogènes, couteaux, ou de faire des armes avec ce qu'on a, par exemple un trousseau de clés entre les doigts, un peu à la Wolverine, pour pouvoir taper s'il faut. Et donc ça, c'est tous ces comportements-là qui sont intériorisés par les femmes, et à l'inverse, les hommes ont plus tendance à flâner, et ils voient pas du tout l'espace public comme un espace particulièrement dangereux, ou en tout cas pas pour eux, mais plutôt pour les femmes qui les entourent. Et donc leurs itinéraires sont plus rarement planifiés, ils prennent moins de précautions, alors même que les recherches actuelles prouvent que c'est les jeunes hommes qui sont le plus agressés dans la rue. Donc finalement, par les chiffres, ce serait plutôt eux qui seraient en danger. Donc les hommes sont non seulement à l'aise dans l'espace public, mais ils sont à leur place. Mais ils souffrent aussi du sexisme de la ville, puisque finalement ils sont ramenés dans l'espace urbain à deux rôles, soit l'agresseur sexuel, soit le protecteur de la fille qu'on ramène. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une discipline qui permet d'analyser cet état de fait, et est-ce qu'il y a des statistiques? Alors, il y a une discipline et il y a même des disciplines. Puisque les sciences humaines, elles marchent rarement les unes indépendamment des autres. Donc il y a la géographie féministe ou de genre, donc qui est la matière qui moi m'intéresse le plus, donc qui est née dans les années 70 dans le monde anglo-saxon, qui est encore assez peu développée en France, même s'il y a quelques noms, par exemple Édith Marieux-Joule, ou Yves Rebaud aussi. Donc là, qui va vraiment étudier l'espace au prisme des inégalités hommes-femmes, mais aussi des autres discriminations qui peuvent exister. Ensuite, il y a la sociologie, bien entendu, qui sert justement à avoir cet apport statistique
et les études de genre en général qui, elles, touchent réellement à des questions de féminisme et d'inégalité femmes-hommes dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et en termes de statistiques, il y en a quelques-unes. Donc là, j'ai fait un choix, j'en ai choisi 4-5. Il y en a pas mal, même s'il faut quand même noter que ces recherches, elles vont plutôt être menées par des chercheurs que par l'État lui-même. Donc il y a assez peu finalement de recherches institutionnelles sur ces questions-là. Donc les agressions verbales touchent au moins 1 à 8 femmes chaque année de manière répétitive, même si pour avoir un peu posé la question autour de moi, on est plutôt tombé d'accord avec les femmes que j'ai interrogées que c'était plutôt 8 sur 8. 36% des tentatives de viol, 40% des attouchements, 31% des viols ont lieu dans l'espace public, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, 100% des femmes ont connu au moins une fois une situation de harcèlement sexuel dans les transports en commun. Donc, voilà. Des chiffres merci beaucoup pour ces chiffres. J'avais aussi encore une question parce que là aujourd'hui en attendant le tram, je suis tombé sur une publicité un peu, on va dire même franchement à la con, la nouvelle publicité là pour le temps des cerises, liberté, égalité, beau fessier. Ah oui, je vois. En plus c'est précisé photographie retouchée, puis on voit une photo de paire de fesses bien moulée dans un jean en fait à chaque fois. Oui, ça participe. Ça participe réellement de ce dont je parlais par rapport au décor urbain, c'est que on a constamment ce corps féminin sexualisé, objectifié, qui nous revient dans la tête vraiment quotidiennement. Et c'est dramatique qu'encore aujourd'hui, on ne pense vraiment qu'au sexe pour faire vendre, et surtout qu'avec le corps de la femme. Donc je pense que lutter contre ce genre de publicité, c'est déjà un premier pas pour rendre l'espace plus égalitaire et pour lutter contre le fait d'intégrer aussi des normes sexistes qui ont des conséquences en termes de comportement qui sont dramatiques. D'accord. Est-ce qu'il y aurait encore des points qui vous semblent importants de développer ? Oui, j'aurais 2 choses peut-être à rajouter. Donc j'aimerais préciser que ce soit lorsqu'on parle de géographie féministe ou de féminisme en général, que l'approche elle doit toujours être intersectionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte la diversité des situations de discrimination qui existent et leur accumulation pour un grand nombre d'individus. Donc si ce que j'ai dit, ça s'applique à toutes les femmes ou presque, il y a des femmes qui se sentent pas forcément concernées. Il faut noter que les femmes de couleur, les femmes queer, les femmes en situation de précarité ou de handicap ou appartenant à toute autre minorité, elles ont une expérience qui est encore différente de l'espace public, qui n'est pas seulement sexiste, mais qui est aussi raciste, classiste, hétéronormée. Et donc, qu'il est aussi question pour ces personnes-là d'éviter les violences liées à toutes ces formes de discrimination. Donc, c'est important de considérer vraiment cette diversité toujours de situations. Il n'y a pas une expérience universelle de la femme. Et j'aimerais proposer un petit conseil, sinon une solution, et dire à toutes les femmes qui écoutent de prendre la place qu'elles prennent vraiment dans l'espace public, d'y être non seulement à l'aise, mais de s'y imposer physiquement par leur présence, et de ne pas avoir peur de prendre l'espace qui leur revient. Merci beaucoup. Merci Laure. Merci à vous. Bien, merci d'être venu nous parler de ce sujet avec nous dans le studio. Peut-être qu'on va vous accueillir pour d'autres émissions. Alors, avant de passer à la suite, une pause s'impose. Et aujourd'hui, c'est Nabou qui a choisi notre repos musical. Alors, tout de suite, ce sera Baba Mal, African Woman. C'est parti. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Nous voici de retour dans notre studio de RBS pour la suite de Strasbourg et d'ailleurs. Pour la suite de notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Aujourd'hui au micro, l'égalité femmes-hommes est notre sujet. Nous avons parlé de géographie féministe avant la pause musicale et nous allons parler maintenant des femmes dans la précarité avec Yasmina Grosjean et Khadija Aradbi. Bonjour, pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Bonsoir, alors bonjour Yamina, je suis travailleuse sociale, je participe aussi activement au changement au niveau de la vie de la cité strasbourgeoise, en étant également aussi ambassadrice pour le pacte pour la démocratie locale, et actuellement nous sommes en train de mettre en place un collectif, le collectif Madame, pour traiter des droits des femmes et pour pouvoir justement lutter contre la précarité
féminines à Strasbourg. Bonjour, moi c'est Khadija Radou, donc je suis aux côtés d'Yamina depuis quelques mois, je la suis un petit peu dans sa démarche d'initiative citoyenne, donc qui s'inscrit complètement dans ce que j'apprécie, ce que j'aime, donc c'est des débats animés, c'est l'envie d'évoluer, de changer, d'avancer surtout sur des thématiques comme la femme et la précarité et tout ce qu'on peut envelopper autour des problématiques de la femme. Par ailleurs, je suis présidente d'une association qui s'appelle ICARED. C'est une initiative citoyenne également d'aide et de recherche aux disparus et aux victimes. Voilà, j'ai créé l'initiative citoyenne qui s'appelle un collectif qui s'appelle Mobilisation pour retrouver Sophie Le Tan, et ça fait 6 mois que des gens me suivent sur Facebook, etc. Donc on est sur le terrain assez régulièrement, voilà, et je suis très heureuse d'être ici avec Yamina pour présenter notre nouveau projet commun, le projet Madame. Voilà. Madame. Madame. Voilà, Voilà, avec une ma. apostrophe et dame plus loin. Ah, cool. Eric? Oui, alors avant tout, est-ce que les femmes sont plus susceptibles de se retrouver dans des situations précaires et pourquoi? Et pensez à bien parler bien devant les micros. Ok. Alors oui, il faut savoir que la population en fait féminine représente à elle seule 80% de la précarité en France. Donc ça veut dire que 100% des femmes, dans ces 100% des femmes, il y a 80% qui travaillent et qui travaillent dans des conditions de précarité. Donc la précarité, en fait, on l'a comment la normer? La précarité, en fait, c'est percevoir un revenu en deçà du seuil minimum pour vivre. Voilà, aujourd'hui, on estime qu'une personne seule doit avoir 855 € par mois. Ce revenu n'a pas évolué depuis très très longtemps, donc 855 € par mois, en plus peut-être des allocations de soutien familial ou des allocations familiales. Donc et lorsqu'elle travaille, elle travaille généralement dans des situations de précarité, donc on est dans des revenus inférieurs ou égaux au SMIC. Alors, quelles sont les situations de précarité que vous accompagnez ou dont vous avez connaissance? Alors, les situations dont on a connaissance au niveau de la précarité, c'est déjà la précarité que les femmes peuvent rencontrer au quotidien à partir du moment où elles ont leurs prestations familiales au 5 du mois, mais au 8, 10, après avoir payé toutes leurs factures, elles se retrouvent sans argent. On accompagne des femmes en situation de précarité, notamment le mercredi matin, donc à la salle d'Olaire, en partenariat aussi avec l'association Kalima. Donc là, en ce moment, on travaille plus avec des femmes qui travaillent, mais qui sont en situation de précarité, donc qui ont des emplois, on va dire, plus que précaires, donc qui travaillent dans le ménage, qui dans le ménage, ou qui travaillent d'ailleurs plus dans le ménage parce qu'elles se retrouvent avec des difficultés au niveau de la santé. Donc c'est quand même des femmes qui ont travaillé pendant un certain nombre de temps et un certain nombre d'années, mais elles se retrouvent là à plus pouvoir joindre les deux bouts. Ensuite, il y a les situations de précarité au quotidien, la question de la précarité énergétique, la question de la précarité au niveau du logement, la question de la précarité au niveau aussi de l'information sur les droits qu'elles peuvent avoir et sur comment pouvoir ouvrir leurs droits. Voilà, je sais pas, tu veux rajouter Oui, et puis généralement, quand je parlais tout à l'heure en fait de la précarité qui concernait 80% des femmes, c'est vrai que elles sont souvent très peu qualifiées parce qu'il y a un parcours de vie. La précarité, ça s'inscrit aussi dans un effectivement un parcours de vie. Donc c'est des femmes qui sont soit mariées, soit qui occupent des professions
précaires. Je prends l'exemple de l'assistante maternelle ou de la VS qui est pas forcément très valorisant qui est valorisant comme métier, mais qui est pas valorisé en termes de salaire, et qui se retrouve du jour au lendemain à la suite d'un divorce ou d'une séparation. Encore aujourd'hui, en 2019, les femmes qui sont séparées se retrouvent souvent avec l'exclusivité de la garde. Donc ça veut dire les enfants à charge, une pension alimentaire. Là, j'ai vu encore des articles cette semaine qui dénoncent le non-paiement des pensions alimentaires. Donc l'homme derrière ne joue pas le jeu. Il est séparé de sa femme, il a fait des enfants avec sa femme, mais malheureusement, lorsqu'il est condamné à payer une pension alimentaire, il n'est pas toujours c'est pas sa priorité, on va dire. Donc c'est vrai que la femme, dans sa dignité, dans sa recherche en fait de solutions pour joindre les deux bouts, parce qu'une femme, il faut savoir qu'elle est habitée par cet instinct maternel, donc elle veut que son enfant aille à l'école dans des conditions optimum, donc propres sur lui, qu'il mange. Donc voilà, on est sur des basiques, sur des besoins fondamentaux et vitaux, quoi. Remplir le frigo, avoir une maison, un appartement, comme disait Yamina, pouvoir payer ses factures de gaz, voilà. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a aussi des femmes qui se retrouvent avec de la précarité énergétique depuis plusieurs mois et pour laver leurs gosses font chauffer l'eau à la casserole. J'avais une question moi on parlait des droits de garde en cas de divorce. Apparemment, effectivement, il y a la tendance c'est de donner plus, que ce sont plus les femmes qui ont les enfants à charge. Par contre, j'ai entendu parler aussi, il y a pas mal de groupes d'hommes qui râlent en disant que c'est de la faute des juges. Moi, de mon expérience de terrain, parce que j'ai bossé pendant longtemps comme EduxP, j'ai souvent eu cette impression que la plupart du temps, les enfants étaient confiés aux mères parce que les pères avaient pas forcément envie de s'en occuper tout le temps, ou alors peut-être de temps en temps le week-end ou pendant les vacances. Et est-ce que c'est une réalité de terrain en fait? Oui, alors c'est absolument ça, c'est une vraie réalité de terrain. En fait, il y a un terme technique, on l'appelle la charge mentale. La charge mentale d'une femme est beaucoup plus importante que la charge mentale d'un homme. Alors ça, c'est purement social et culturel probablement aussi. Un homme n'a pas cette charge mentale, même au sein d'un couple. Toutes les charges mentales liées en fait à l'éducation des enfants, à l'inscription à la crèche, le fait de faire vacciner son enfant. Enfin voilà, ça c'est des charges mentales entre guillemets qui incombent tacitement en fait, sans qu'il y ait vraiment de contrat moral. C'est vraiment tacite. C'est le rôle de la femme. Donc votre interrogation quant au jugement et à la définition du rôle paternel. Moi j'ai vraiment hâte que les magistrats prennent conscience de cette problématique sur le terrain, parce que c'est vrai que la femme, évidemment, elle va pas refuser une garde exclusive de ses enfants parce qu'elle aime ses enfants. C'est quelque chose de voilà, on peut pas remettre ça en question. Mais cet enfant, il était conçu à deux, et donc il est normal que dans la responsabilisation du père, il y ait un travail à faire de ce côté-là. Voilà. Après, si le papa démissionne complètement dans son rôle et qu'en plus il ne paye pas sa pension alimentaire, là aussi à un moment donné il faut légiférer, parce que combien de situations qu'on connaît où le père n'a pas payé de pension alimentaire depuis 7-10 ans, où il récupère son enfant de temps en temps quand il a envie, parce qu'il faut savoir que quand on est dans une garde classique, c'est pas une obligation d'aller chercher ses enfants, alors que la maman a une obligation de remettre ses enfants. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas en adéquation en fait avec la société telle qu'elle est réellement. Voilà. Et puis pour le bien du gamin, quoi, parce qu'il y a des gamins qui ont besoin d'avoir au moins une figure paternelle. Oui. C'est important pour que le gosse puisse se construire, oui. quoi. Donc voilà, et c'est compliqué aussi de toujours quémander qui viennent récupérer leur gosse, ou quémander la pension alimentaire. Surtout que c'est très complexe le recouvrement. Pardon, Yamina, je te coupe la parole, mais c'est vrai que c'est très complexe de rentrer dans une. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui du recouvrement d'une pension alimentaire, mais c'est une bataille. Vous savez. Une mère, elle a déjà une mère qui travaille, elle a déjà, ou qui ne travaille pas, elle a déjà des responsabilités, comme je vous parlais tout à l'heure, de charge mentale. Si en plus elle doit relancer l'huissier, et elle doit faire des courriers, elle doit courir voir le magistrat, faire finalement
recouvrir à la loi pour acter ses droits, c'est énorme comme travail. Et puis il faut avoir aussi, voilà, il faut avoir la force morale de le faire. La majorité des femmes que je connais, par souci en fait de liberté d'esprit, elles se disent je vais m'asseoir sur ma pension alimentaire, c'est pas sur la pension alimentaire des enfants, parce que c'est le prix de ma liberté, c'est le prix de ma tranquillité, etc. Voilà, et comme on parlait des femmes qui perçoivent tout à l'heure les minima sociaux, il y a aussi cette connotation que la société lui renvoie. L'étiquette Cassos, elle est pas forcément en fait dans une démarche de demander de l'aide, voilà. Alors que c'est pas de sa faute si elle se retrouve dans des situations comme ça. On a tous des accidents de parcours de vie. À un moment donné, il faut aussi, ça fait des générations que ça dure. La femme, c'est quand même le devenir de l'homme. C'est elle qui construit les adultes de demain, quoi. Donc à un moment donné, il faut mettre sur la table les vraies problématiques. Voilà. Justement, quel est le quotidien d'une femme en recherche d'emploi ou au RSA? Comment on l'accompagne? Alors, ça je vais. Alors, quel est le quotidien d'une femme en recherche d'emploi? Ça dépend déjà du niveau d'études et de qualification qu'elle a, parce que en fonction de ça, et de l'endroit aussi elle habite, parce que en fonction de ça, elle peut se retrouver à être suivie par tel type d'organisme ou un autre organisme. Par exemple, si on a plus d'un bac plus 2, on va être suivi par exemple par le CIDF, donc le Centre d'information et de droits de la femme et de la famille. Mais il faut savoir que par exemple dans le cadre d'un contrat RSA, le CIDF ne peut faire que 2 contrats RSA. Donc c'est des contrats de 6 mois. Sauf que la conseillère ou le conseiller, on le voit qu'une fois par mois, que ces femmes ont beau postuler, on connaît aussi un petit peu la situation de l'emploi à l'heure actuelle, donc on n'est pas forcément embauché. Donc ce qui fait que au bout de ces 2 contrats de 6 mois, on se retrouve réorienté ou auprès d'une mission locale ou auprès de Pôle emploi dans le meilleur des cas. Donc c'est hyper compliqué. Après, ça dépend aussi de l'endroit où on vit. Si on habite sur un quartier, on va dire prioritaire des politiques de la ville, où là il y a un certain nombre d'associations qui reçoivent finalement des subventions pour suivre ces publics-là, que ce soit d'ailleurs les femmes ou les hommes au niveau du RSA. Mais c'est hyper compliqué parce que au niveau de la prise en charge, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que moi je connais des femmes qui ont écrémé différents dispositifs. Alors c'est cool au sens où l'année d'après l'association, comme elles ont rempli des fiches suivies, donc ça permet de quantifier le travail qui a été fait par les assos. C'est cool, l'année d'après les assos elles ont leur sub, mais en attendant la nana elle a toujours pas de boulot. Et c'est pas des nanas qui ne veulent pas bosser, c'est pas des femmes qui ne veulent pas travailler, c'est pas des femmes qui ne veulent pas être actives. Bien au contraire, c'est des femmes qui se battent. Mais au bout d'un moment, elles sont aussi essoufflées. Je veux dire, quand on envoie une candidature, 2 candidatures, malgré tout l'intérêt de votre candidature et qu'on a ce type de réponse, ça va une fois, ça va 2 fois. Au bout d'un moment, on se dit quoi? J'ai une obligation de devoir postuler, j'ai une obligation de devoir être en recherche d'emploi, mais en même temps, on ne m'embauche pas. Il faut aussi savoir que nous, que les bénéficiaires des minima sociaux ont des obligations, ont des devoirs. Moi, j'aimerais bien aussi qu'un certain nombre de personnes qui accompagnent ces publics-là prennent leurs responsabilités et ont également des devoirs. Je veux dire, quand on envoie des mails à certains conseillers, que les conseillers ne nous répondent pas, qu'on relance et qu'on n'a toujours pas de réponse, au bout d'un moment, je veux dire, c'est limite, quoi. Et ça, c'est questionnant. Donc, ce qui fait que là encore, comme tu parlais toi de charge mentale, là encore, la personne, la femme en l'occurrence, rentre chez elle, elle est fatiguée, elle a ses soucis de se dire mais comment est-ce que je vais élever mon gamin demain parce que là, faut que je trouve 2 francs 6 sous pour pouvoir lui payer ne serait-ce qu'une nouvelle paire de baskets parce que les gamins ils grandissent, de pouvoir lui payer sa baguette ou son lait parce que l'enfant il a encore 4 ans, 5 ans, donc voilà, il boit encore son lait le matin. Penser à payer tout ce qui est périscolaire, tout ce qui est cantine, parce que ok d'accord, on a les quotients familiaux qui sont pris en compte, mais je veux dire ça coûte quand même. Je veux dire, il faut savoir aussi que il y a certaines femmes qui se retrouvent aussi précarisées parce qu'elles sont à la limite au-dessus du quotient familial.
Donc, alors elles sont encore plus précarisées parce qu'elles ont le droit à rien. C'est-à-dire qu'elles payent le périsco plein pot, elles payent la cantine plein pot, elles payent plus ou moins leur loyer plein pot. Ou alors elles ont un petit peu des APL en fonction du logement où elles sont. Il faut savoir que on peut avoir ou des APL ou des allocations comment ça s'appelle de soutien au logement. Donc c'est pas tout à fait le même barème au niveau des prestations. Et c'est que ce genre de choses dont il faut tenir compte dans le quotidien, dans leur quotidien et dans nos quotidiens aussi, nous en tant que femmes, voilà, et en tant que femmes précarisées, parce que moi je peux le dire, je suis une femme en situation de précarité. Je galère souvent à joindre les deux bouts avant la fin du mois d'ailleurs. Et c'est ça qui est donc après on essaye un petit peu de voir avec les banques, parce qu'on essaye de voir si on peut avoir une autorisation de découvert ou ce genre de choses, mais les banques en même temps, nous précarise plus, parce que une fois que tu as dépassé ton autorisation de découvert, ils vont te faire des agios à 200 voire 250 euros sur un RSA à 750 euros. Finalement, il reste plus que 500 euros pour vivre, tout en sachant qu'il faut encore payer son loyer, qu'il faut payer les factures, qu'il faut payer le gaz l'énergie quoi. Enfin, c'est compliqué. Et moi je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait qu'il y ait pas mal de gens qui se mettent autour de la table, que ce soit et des professionnels de l'insertion pro, que ce soit et des élus, des politiques, mais ce soit aussi tout ce qui est lié, les bailleurs sociaux, moi je suis désolée, les banques, les comment ça s'appelle là, Gaz de Strasbourg et tout ça. Quand on sait, le S, pardon, merci Nabou. Je veux dire, quand tu sais que tu as ta facture et que sur cette facture, tu as 40% de taxes. Mais c'est une blague. C'est-à-dire que j'ai consommé pour 50 balles, mais je vais payer 100 balles parce que eux mettent des taxes. C'est pas possible. Ou alors on fait des factures au prorata, ou enfin, je veux dire, voilà, où on tient compte aussi du quotient familial de la femme ou de la personne qui est en situation de précarité. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. On n'est pas non plus des vaches à lait, quoi. Ouais. Je voulais juste revenir en fait sur le barème par rapport aux gens qui perçoivent les minima sociaux. Donc en fait, vous demandiez tout à l'heure comment accompagner ces femmes en fait dans leur démarche de rechercher un emploi, etc. Pour chercher un emploi, il faut de la disponibilité. Donc c'est vrai qu'il faut aussi s'habiller, il faut être présentable, apprêté, etc., etc. Donc c'est des choses qui coûtent malheureusement aussi beaucoup d'argent. Donc dans l'accompagnement, voilà, ce qu'il faudrait peut-être, c'est repenser ces choses-là, parce que pour accompagner quelqu'un vers le travail, vers une démarche d'insertion professionnelle, il faut aussi reprendre les choses de la base, parce que quand on se retrouve seul avec des enfants ou en situation de précarité, on tombe souvent dans des travers comme la dépression, comme des choses, on s'exclut quelque part un petit peu de la société, parce que on rentre pas, on est hors cadre, donc on se marginalise quelque part, donc on s'exclut. On tombe dans un cercle vicieux, voilà, dépression, etc., etc. Donc du coup, oui, voilà, les barèmes, lorsque vous percevez les minima sociaux et que vous devez faire garder vos enfants à la crèche, à l'école, à la cantine, sont beaucoup moins élevés que lorsque vous travaillez, et même en situation de précarité. Donc en fait, sachant qu'il y a, je sais pas, des fois il y a 100, 200 euros de différence, on va, comme le disait Yamina, en fait, on va monter sur un échelon supplémentaire qui va vous précariser encore plus, parce que payer le double, payer 1,50 € la cantine de son enfant et payer 3 € ou 4 €, c'est pas la même chose tous les mois. Voilà. Donc des fois le choix cornélien, je travaille pas, c'est moins cher pour moi, c'est plus viable financièrement de rester chez moi et de percevoir les minima sociaux, parce que lorsque je travaille, on va me déduire mes minima sociaux et se calquer sur ce que j'ai perçu. Voilà, il y a aussi un tas de choses. En fait, la valeur travail n'est pas récompensée. Et c'est ça que je reproche réellement en fait à notre société, qu'elle considère pas le travail comme étant un atout d'insertion. Quelles sont les autres difficultés supplémentaires que rencontrent les femmes en situation précaire, et où est-ce qu'elles peuvent aller justement pour traiter ces problèmes? Yamina.
Alors, les difficultés supplémentaires que rencontrent les femmes en Par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, oui, voilà, parce qu'elles ont. Après, on va pas parler du côté psy, etc., parce que chaque cas c'est tellement singulier, chaque cas est particulier. On va pas rentrer dans les détails de chaque personne, mais elles ont toute une histoire. Voilà. Il y a souvent la précarité, c'est de père en fils. Voilà, c'est les parents ont souvent été dans une situation de précarité sociale, donc on reproduit chez moi, comme je vous le disais, la précarité de la femme, c'est générationnel, ça date pas d'aujourd'hui et ça date pas d'hier. C'est voilà, la femme, oui, elle s'inscrit au quotidien dans tout ce que vous dites, le débat public, etc., mais on peut pas la considérer à égal de l'homme lorsque on voit toute cette charge là qu'elle a, et puis son comment dirais-je, son travail réel, parce qu'elle finalement elle apporte, qu'est-ce qu'elle apporte à la société? Elle apporte des enfants, un futur adulte, et c'est de ça dont tout le monde doit vraiment prendre conscience, quoi. Donc si elle est heureuse, si elle est bien dans ses baskets, si elle a suffisamment d'argent pour s'épanouir financièrement, elle sera épanouie dans sa vie, elle aura peut-être l'amour de sa vie. Et puis permettre aussi l'accès à l'éducation plus facilement aussi à ces gamins, quoi. Pouvoir leur acheter un ordinateur, par exemple, quand il fait de l'informatique, au musée, ce genre de choses. Enfin, alors ok, il y a des tarifs un peu spéciaux avec les cartes à tout voir et tout ça, mais qu'elle puisse éduquer son enfant ou ses enfants dans des conditions, j'ai pas envie de dire normales, mais dans des conditions décentes, quoi. Donc voilà. Après, les femmes, elles ont plus de précarité aussi, parce que tu parlais de toi, Kadi, de tout ce qui est un peu. T'as aussi, oui, cette précarité qui est là, qui, on va dire, est générationnelle depuis un certain nombre de temps dans certaines familles. Mais il y a aussi pas mal de femmes, comme tu parlais tout à l'heure, qui ont eu des parcours de vie, qui ont eu des rencontres, des mauvaises rencontres, même des fois avec des hommes. Pour en revenir un petit peu aussi à ce dont, à la première partie de l'émission, qui ont eu des rencontres avec des hommes violents, et psychologiquement et physiquement. Donc il faut se remettre, se reconstruire. C'est des femmes aussi qui ont essayé de préserver à un moment leurs enfants par rapport à ça. Donc elles doivent se reconstruire psychologiquement, mais en même temps elles peuvent pas faillir, parce que justement elles ont des enfants, donc ça doit pas impacter les enfants. Donc d'office elles se protègent, et elles protègent ces gamins pour pas que ça les impacte. Et c'est tout ça. Donc c'est hyper compliqué. Je veux dire, si on fait une étude aussi pour voir un petit peu les femmes qui sont dans ces situations de précarité, ça serait intéressant de voir combien ont été victimes de violences conjugales ou de violences intrafamiliales, quoi. Parce que ça a un impact aussi sur la précarité. Je veux dire, il y a des nanas, elles ont bossé toute leur vie, elles sont tombées sur sur un homme un peu violent, un peu tordu, un peu pervers, pour ne pas dire pour ne pas insulter là directement, quoi. Mais voilà, je veux dire, et c'est des nanas qui ont bossé, mais au bout d'un moment on leur dit, elles ont pris le temps pour elles de se reconstruire pendant 2 ans, 3 ans, mais à côté de ça, elles sont RSA, il faut qu'elles s'insèrent. Oui, mais madame, faut aller bosser. Oui, mais non. J'ai besoin d'abord de me reconstruire, de prendre le temps, de me retrouver avec moi-même, de pouvoir préserver aussi mes gamins, et de pouvoir continuer aussi à être une mère opérationnelle, parce que souvent elles sont séparées de l'homme, donc elles se retrouvent à éduquer le mec, à éduquer les gamins tout seuls, sans le père, parce que souvent c'est aussi des femmes qui fuient ce genre de père, donc qui se cache. Enfin voilà, donc c'est compliqué aussi de pouvoir et se reconstruire et s'insérer, quoi. Je veux dire, l'insertion professionnelle, faut la prendre. Enfin, faut. Je veux dire, on nous parle de suivi, de individualisé. On tient en compte la situation de la personne et tout ça. C'est pas vrai. Ça, c'est du flan. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Non, mais c'est vrai, elle a totalement raison. Hein. De ce côté-là. Non, mais ça, c'est du flan. Je veux dire, quand t'arrives et que tu parles de ta vraie situation, oui, bon. Mais en attendant, vous cherchez quoi comme boulot? Ouais, c'est ça. Mais non, dans le texte, je t'explique déjà ma situation, que tu captes la dimension, et puis après, on peut voir quel boulot je vais chercher, vers quoi je veux tendre, vers quoi enfin, voilà, quoi.
Alors, est-ce que ce ne sont que des femmes isolées ou y a-t-il des femmes en charge de famille? Et d'ailleurs, est-ce que l'on sait pourquoi on trouve plus souvent des femmes seules en charge de famille que d'hommes dans la même situation? Ah bah c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait. Hein. C'est la charge mentale, c'est culturel, c'est sociétal, c'est comme ça. Je veux dire, c'est la réalité de la vie. Elle est comme ça. On peut pas à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Hein. La femme a toujours culturellement, elle a ce poids au sein de la société. C'est elle la mère, c'est elle qui enfante, c'est elle qui éduque, c'est elle qui elle qui s'occupe des gosses. Voilà. Et dans la plupart des cas, la garde revient à la femme. Voilà. Donc très peu d'hommes, et d'ailleurs moi j'applaudis des deux mains et des deux pieds les hommes qui se battent comme ça pour avoir la garde, que ce soit partagée ou une garde, voilà. Donc attention, il y a des pervers dans le tas aussi. Hein. Ouais. Ouais, mais on va pas tout mettre non plus tous les hommes. Il y a des gens bien, il y a des gens bien, et puis il y a des gens, voilà. Donc après c'est du cas par cas. Moi j'estime que quand on vient avec une situation de divorce, etc., il faut l'étudier, c'est du cas par cas. Exact. On peut pas mélanger. On n'est pas tous pareils. Il faut à un moment donné arrêter avec voilà, la généralité, on n'est pas, voilà. Mais alors c'est justement ça qui est paradoxal. Parce qu'en fait, il faut qu'on étudie les choses au cas par cas. On nous parle d'individualité, de singularité, de la femme ou de l'homme en tant que personne et tout. Mais en fait, non, on s'en fout de la personne. Le collectif, il a tellement pris le dessus dans cette société à l'heure actuelle que maintenant, je veux dire, quand on nous parle d'individus, c'est nous faire croire, oui, bon, on s'intéresse à tel cas ou à telle situation. Mais en fait, c'est pas vrai. On traite les choses dans la globalité et puis basta. Et quand tu veux, toi, traiter un peu des choses de façon individuelle ou quoi, tu es tout de suite hors case, hors norme, tu déranges. Ah non, mais celle-là, elle va déranger parce qu'elle dénonce les choses. Ah non, mais celle-là, elle va déranger parce qu'on peut pas la mettre dans telle case ou dans telle case. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont précarisées, parce que on peut pas rentrer l'être humain dans des cases. C'est-à-dire que, écoute, tu peux avoir ça parce que tu rentres dans telle case, mais tu peux aussi avoir ça. Ah, mais attendez, vous, madame, par contre, vous pouvez pas avoir ça et ça parce que vous êtes pas dans telle ou telle case. Mais les êtres humains, on les rentre pas dans des cases. On fait en fonction et comme tu as dit, au cas par cas et situation par situation. Mais ça demande du temps. Ça demande de se poser, ça demande de réfléchir, ça demande d'articuler les situations en fonction, les solutions en fonction des situations. Et ça demande aussi à ce qu'on ne mette pas une surcharge de travail folle aux professionnels qui sont censés faire ce genre de suivi. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je veux dire, quand une charge folle, je suis d'accord avec toi. Il y a des professionnels qui font le boulot de façon très bien, parfaite, irréprochable et tout ça. Mais tu as aussi pas mal de professionnels qui pourraient faire leur boulot et qui ne le font pas. Et ça aussi, c'est dérangeant. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, moi, j'estime que quand on travaille dans certaines institutions, quand on travaille avec l'humain, que ce soit dans le social ou que ce soit dans le médical, on fait son boulot et on le fait bien et on le fait avec conviction. Sinon, on va bosser à l'usine ou sinon, on va bosser dans le secteur privé ou dans des banques. Mais arrivé à un certain moment, on arrive des fois face à des professionnels qui sont alors fatigués parce que eux ils ont aussi des directives au niveau des politiques publiques et qui peuvent pas non plus forcément parce qu'il y a plus d'enveloppe budgétaire aussi, il y a plus de financement, faut le savoir. Mais arrivé à un certain moment, je veux dire, quand on n'a plus ces convictions là, surtout dans le social ou dans le médical, j'estime que on va se recycler ailleurs quoi. Enfin, c'est important parce que quand on se retrouve confronté à certains professionnels, que le professionnel il te fait une leçon de morale. Non mais attendez, mais madame, vous savez. Non, et toi tu rentres chez toi, t'as les boules. Non mais c'est vrai, je veux dire, tu rentres chez toi, t'as les boules, t'es encore plus fatigué parce que tu te dis je me suis fait violence à aller voir ce professionnel, parce que c'est pas facile d'aller voir des professionnels, demander des aides financières, demander ne serait-ce qu'un accompagnement pour ça ou ça coûte. Donc si en plus on se retrouve face à certains professionnels qui envoient bouler, c'est pas facile. C'est compliqué simple, aussi, quoi. Et donc, la femme rentre chez elle, la femme ou l'homme d'ailleurs, parce que ça peut aussi toucher les hommes, ce genre de choses. Et elle rentre complètement dépitée, quoi. Et j'avais aussi une question, parce que depuis tout à l'heure, on entend que c'est aussi une question culturelle. Oui. C'est une question dans notre culture. Effectivement, on est dans une culture plutôt patriarcale, voire même machiste, qui va plutôt montrer l'homme dans un certain type de rôle, plutôt du costaud, voilà.
et que la femme sera plutôt dans une position plus maternante. Mais justement, sur quel levier on peut agir pour faire bouger aussi ce genre de choses là? Est-ce que c'est uniquement l'éducation? Est-ce que c'est uniquement l'éducation nationale? Qui d'autre peut intervenir? Qui d'autre aussi? Parce qu'il faut transformer la société pour pouvoir c'est ça. faire Alors améliorer les choses. c'est tous les acteurs. C'est tous les acteurs de la société. Je pense que c'est une mentalité à reconstruire, c'est à repenser. C'est à un moment donné déjà dire les choses, parce que ces femmes, elles sont tellement fières. C'est des guerrières pour moi. C'est des femmes qui sont tellement debout. Elles viendront pas vous dire on est en difficulté, aidez-nous, parce que c'est comme ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la réalité, c'est comme ça. Il faut trouver des solutions pour pallier à certaines difficultés. Donc pour repenser les choses, il faut remanier complètement les mentalités. Il faut à un moment donné aussi inscrire l'homme dans les responsabilités d'éducation, l'inviter à des enfin je sais pas, le b.a.-ba, c'est l'accouchement, faire un enfant, on le conçoit à deux, et ça c'est depuis le plus jeune âge. Après, vous avez des gens qui sont dans leur éducation familiale, c'est inné en eux, puis vous en avez d'autres qui n'ont pas cette fibre-là, et c'est fondamental à un moment donné de réagir et à la source. Non, et puis je veux dire, il n'y a pas que l'éducation nationale, comme tu as dit, il y a aussi toutes les institutions. Tout le monde doit en prendre compte. Enfin, je sais pas, moi, je comprends pas. Les hommes, là, tous ceux qui sont un peu machistes et compagnie, vous avez pas eu de mère? Je sais pas, mais parce que, non, mais, je pose la question. Je veux dire, arrivé à un certain moment, on a tous eu une mère. Donc, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Faut changer, comme tu as dit, ces mentalités, mais il faut faire à un moment des tables rondes. Il faut que les gens se rencontrent, et il faut aussi que les politiques publiques et les politiques sociales, que ces personnes-là, parce que quand on regarde ne serait-ce qu'au niveau que ce soit au niveau... Alors maintenant, ils essayent de mettre un petit peu de parité, mais voilà, c'est quand même beaucoup. Les postes à responsabilité, les postes au niveau des politiques et tout ça, c'est essentiellement des hommes. Je suis pas sûre qu'ils aient envie aussi à un moment que la femme prenne cette place-là. Ouais, voilà, l'exemplarité. Parce que, je veux dire, quand on parle en 2019 encore de la question de l'égalité des salaires, de l'égalité des droits et tout, moi franchement je suis un peu choquée, quoi. Je me dis mais attends, les choses elles ont toujours pas évolué, ça veut dire que on est là depuis tellement d'années qu'on est encore en train de se battre sur ça. Voilà. Alors que là il faudrait qu'on se batte sur d'autres choses encore plus importantes, et qu'on avance pour le bien des gamins, que ce soit des gamins garçons ou filles, hein. Je veux dire, voilà, c'est les citoyens de demain. Donc arrivé à un certain moment, enfin, je trouve ça quand même encore aberrant qu'on parle de cette question d'égalité salariale, de droit, de ci, de ça. Enfin, moi, c'est un truc, voilà. Pour moi, ça paraît être évident. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de femmes qui se retrouvent encore précarisées. Là, tu vois la précarisation, ne serait-ce que par rapport à la question des salaires. Apparemment, vous travaillez aussi avec des femmes en liberté conditionnelle. Quel est le travail que vous faites avec elles? Alors, pour le moment, on travaille pas encore avec des femmes en liberté conditionnelle, mais par contre, on va mettre c'est un projet que nous avons, cette mission en place pour avoir connu et pour connaître des femmes sous main de justice qui ont des travaux d'intérêt généraux à faire. Il faut savoir que les travaux d'intérêt généraux à faire qu'on leur propose, c'est faire du ménage. Alors, il n'y a pas de sous-métier, bien au contraire. Mais je veux dire, je comprends pas qu'est-ce qui est insérant, qu'est-ce qui est pédagogique et éducatif. Je veux dire, arrivé à un certain moment, on dit que ce sont des femmes qui ont commis des actes d'incivilité, de délit, voilà. Je comprends pas, en fait. Je veux dire, il y a des choses qui seraient plus intéressantes à mettre en place. Ou alors, si elles font des ménages, qu'elles aient un contrat après. Mais voilà, je veux dire, faut savoir que les ménages, truc tout bête, hein, ça commence à 7h45, sauf que les écoles, on dépose son gamin entre 8h15 et 8h30 à l'école. Donc la femme fait comment? En sachant que pour beaucoup, elles sont seules, il y a personne. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se retrouvent en porte-à-faux, le gamin se lève tout seul, fait son petit déjeuner tout seul, va à l'école tout seul. Elle va se retrouver, elle, à être dans l'illégalité quant à la protection de son enfant pour pouvoir être dans la légalité par rapport au jugement qu'elle a eu.
il y a un moment, les choses ne vont pas. Je veux dire, ça aussi, c'est complètement, et ça aussi, il faut le penser, le réfléchir et proposer des actions de réinsertion et des actions enfin des peines réfléchies et constructives. Je veux dire, pour que ces femmes aussi n'aient pas à réitérer, parce que souvent, pour 50% des femmes qui sont incarcérées, faut savoir que c'est aussi des nanas qui sont allées voler pour pouvoir nourrir leurs gosses. Ouais. Donc non mais c'est vrai, je veux dire voilà, c'est comme il y a des nanas qui vont aller se prostituer pour nourrir leurs gamins. Je veux dire enfin c'est ce genre de choses. Donc il faut vraiment qu'à un moment on se pose autour de la table, que ce soit nous, femmes citoyennes, mais citoyennes de tous bords, hein, je veux dire que ce soit ça peut toucher tout le monde, c'est pas une question de caste ou de... C'est ça, et puis de toute génération, de 16 ans, de 50 ans, de 70 ans, de toute origine, de 20 ans, de toute origine, parce que je pense qu'on a des choses à nous apporter les unes les autres, mutuellement, à réfléchir ensemble, à pouvoir co-construire des réflexions et pouvoir amener des propositions et des préconisations, et au bout d'un moment et faire venir aussi un certain nombre d'élus, de politiques, pour qu'ils puissent entendre aussi ces difficultés-là, et qu'on se pose à un moment, qu'on fasse des ateliers, des groupes de réflexion, des groupes de travail, tous ensemble autour de la table, et puis voilà, on y va, quoi. Enfin, je veux dire, alors si les hommes ils sont pas prêts à rentrer dans ce type de travail, un petit peu de co-réflexion, de construction eh ben on le fait d'abord entre nous, femmes, de différentes, comme tu as dit, différentes origines, cultures, on s'en fout de la religion, de l'âge, de ci, de ça. À partir du moment où tu as des propositions, tu as des choses intéressantes, voilà. Ouais. OK. Parfait. Voilà. Pardon, on a beaucoup parlé. Mais c'est bien, c'est fort intéressant, et puis ça peut intéresser tout le monde en fait. Bah oui, et ça puis, peut intéresser. nous en premier. Donc, oui, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous joindre sur Facebook. On a une page qui s'appelle Femmes et précarité. Voilà, donc déjà, et puis là-dessus vous avez, bon, il est pas encore super bien alimenté parce qu'on vient de le créer. Sinon, parallèlement, on organise en partenariat avec Kalima une journée, enfin une après-midi, le 10 mars, sur laquelle on aborde cette thématique. On a réalisé un film avec l'aide d'une vidéaste dans laquelle on reprend quelques exemples. Seulement avec on a eu quelques témoignages, donc on a pu élaborer un film, et ce film continuera ce dimanche-là, parce qu'on pourra prendre des prises d'images et avec les débats, etc. Donc il sera enrichi par les débats qui auront lieu ce 10 mars. Donc c'est gratuit. Venez nombreuses et nombreux aussi. Et on vous attend au Galet dimanche après-midi, dimanche le 10. Voilà. Parfait. Merci. Du coup, merci à vous. Merci d'être venu, d'être venu nous parler. Et puis on reviendra si on n'a pas trop monopolisé la parole. Avec plaisir. S'il y a encore des choses à dire, on vous invitera à nouveau. Mais oui, pas de bien problème. sûr. Ouais. Et du coup, notre émission touche à sa fin, et rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et tout de suite nos amis d'Africa Move.